Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être présents et présentes donc à ce forum qui porte le nom Les ambitions d'une mise en réseau des acteurs de l'emploi au plus près du terrain. On va rester ensemble pendant 1 heure et demie à peu près pour parler entre autres de la réforme France Travail issue de la loi pour le plein emploi adoptée en décembre 2023 et qui vise à rendre plus fluide la coordination des acteurs de l'emploi grâce à la mise en place d'une nouvelle gouvernance dans laquelle les maires et les présidents d'intercommunalités seront étroitement associés au sein des comités territoriaux. L'objectif de la réforme est de favoriser le retour à l'emploi des publics les plus éloignés. Des dispositifs existent déjà dans ce domaine, portés par les communes, comme les cités de l'emploi, les maisons de l'emploi, les PLI, des programmes locaux d'insertion par l'emploi, ou encore territoire zéro chômeur de longue durée. Comment cette réforme va-t-elle les intégrer? Comment les maires et les présidents des EPCI vont-ils y être associés? Ce sont les questions qui traverseront donc cette discussion. Je vous présente le co-président de ce forum, tout aussi coprésident d'ailleurs du groupe de travail emploi et insertion à l'AMF, à savoir Mohamed Gnabali, maire de l'île Saint-Denis. Mohamed, vous allez peut-être me rejoindre à un moment ou un autre sur cette scène. Voilà, on y va tout de suite. Bon, voilà, très bien. Merci d'être là. Nous avons aussi la chance de compter parmi nos intervenants Thibaut Guilly, qui est directeur de France Travail et qui présentera les grands enjeux portés par la réforme et répondra donc aux inquiétudes éventuelles des maires sur le sujet au regard des restrictions budgétaires envisagées par le gouvernement concernant les outils financiers du ministère du Travail, par exemple. Je vous présente aussi les autres intervenants de ce forum. Leïla Dessaï, qui est directrice générale des services de Saint-Louis à La Réunion. Daniel Cornet, maire de Pontchâteau dans la Loire-Atlantique. Johan David, qui est président Alliance Ville et Emploi. Stéphane Valli, qui est président de l'Union nationale des missions locales et qui est maire de Bonneville en Haute-Savoie. Olivier Gaquer, maire de Béthune et président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys, Romane. Et Philippe Barnabé, qui est directeur départemental de France Travail en Seine-Maritime. Mohamed Gnabali, rebonjour. Rebonjour. Et juste une question simple, pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Ça commence mal si mon micro ne marche pas. Si, il marche, t'inquiète. Il marche, c'est bon? Très bien. Écoutez, moi je suis vice-président de l'Association des maires de France depuis plus de 8 ans et je travaille sur les questions de l'emploi depuis très très longtemps. Et le pourquoi on est là, c'est avant tout la volonté de se dire les choses et d'avancer sur la question de l'emploi. Nous, élus locaux, nous, maires, nous sommes très sensibles à la question de l'emploi local parce que nous sommes la porte d'entrée de nos territoires. Et nous constatons au quotidien que nous sommes une multitude d'acteurs de l'emploi. Et la question la question que nous avons encore et toujours, c'est qui gère tout ça? Combien d'acteurs sommes-nous? Et comment nous pouvons mieux travailler ensemble? Depuis quelques années, ça avait commencé avec les SPIE. Il y a une philosophie et une approche qui est construire du commun autour de l'emploi. Un objectif simple que nous avons tous, acteurs différents et complémentaires, c'est remettre les habitantes et les habitants de nos territoires à l'emploi. Et pour pouvoir le faire, des enjeux simples, avoir toute l'info, si possible centralisée, avoir des outils permettant de travailler en réseau et construire une gouvernance partagée. Ces 2 dernières années, c'est le travail que nous avons fait avec l'ensemble des parties prenantes et France Travail pour construire cette ambition. On est au début, je dirais, de cette aventure. Et les quelques messages que je souhaite vous faire passer en tant que coprésident du groupe de travail emploi et insertion, c'est que je pense que le premier sujet, ça va être un enjeu de culture professionnelle et de culture de la coopération. Nous allons rester de nombreux acteurs autour de la question de l'emploi. Ce que nous allons devoir apprendre à faire, c'est construire des outils communs pour pouvoir être plus efficient et travailler avec plus de coopération. Ensuite, sortir
des indicateurs communs et se dire quels sont nos objectifs de réussite. Et tout cela avec une approche qui est assez fluctuante d'un territoire à un autre. Accepter de dire que l'échelon de gouvernance ou l'échelon d'action est totalement différent d'un territoire à un autre. Et ça va nous demander de l'intelligence collective, de la confiance, et donc on va devoir s'apprivoiser. Et je le disais ce midi avec nos intervenants de la table ronde, je pense que nous avons un premier sujet, nous, élus locaux, c'est bien se former sur les enjeux autour de l'emploi et les outils que nous avons, et surtout bien comprendre l'écosystème pour pouvoir le porter. Je ne vais pas aller plus loin, c'était mon message d'introduction que je voulais poser sur la table. Mais c'est pas grave. Je peux quand même te poser une petite question. Merci. Oui, quand même. Oui, tu peux. Non, juste, qu'est-ce qui fait que par magie d'un nouveau dispositif ou autre, tout ce qui visiblement coincé auparavant risque de disparaître? Alors, je ne dirais pas que tout ce qui est coincé risque de disparaître. Je dirais qu'on a des choses qui coincent, on décide de se remonter les manches collectivement et de construire des solutions. En gros, c'est notre boulot en tant qu'élus locaux. Et là, le travail que nous avons à faire, c'est pouvoir déjà se parler entre nous, collectivités, nos EPT, EPCI, départements, régions, aussi avec les acteurs de l'emploi, et avec un acteur majeur qui est l'ESA, et on y a ajouté d'autres éléments qu'on a l'habitude de faire, mais de manière, je dirais, un peu plus informelle, la société civile, les associations de quartier, les petits commerçants, les entreprises qui viennent nous voir, nous, pour nous demander est-ce que vous connaissez quelqu'un pour ce boulot-là, etc., etc. Et pour moi, notre enjeu, et je le redis, il est avant tout culturel. C'est comment on arrive à construire une culture commune de la confiance pour fluidifier nos interactions et réussir cette transformation. Merci Mohamed, tu sais qu'en tant que coprésident, tu as un accès direct à cette tribune si tu souhaites apporter ton petit grain de sel et un avis après les propos de nos intervenants. On va rentrer dans la première séquence. Merci, je rentre, oui, j'y vais. La première séquence donc, de ce forum qui en compte deux, je vous les ai présentés. La première, c'est un bloc communal déjà engagé sur le front de l'emploi. Les maires font, comme vous le savez, dans la fine dentelle pour favoriser le retour des publics les plus éloignés de l'emploi en lien avec le tissu économique et associatif local, cité de l'emploi, expérimentation territoire, zéro chômeur de longue durée, maison de l'emploi, plans locaux pour l'insertion et l'emploi. Nous allons en parler avec certains d'entre eux. Johan David, vous êtes là, merci de me rejoindre à votre tour. Vous êtes donc un ancien adjoint sur ces questions-là à Bordeaux. Et aujourd'hui, vous êtes un des membres de l'association Alliance Ville et Emploi qui réunit 200 élus locaux engagés justement dans des démarches d'insertion. Peut-être un petit portrait rapide de cette association et de son rôle. C'est une structure qui va réunir les outils territoriaux des élus en charge de l'emploi. Les missions locales ont l'UNML et lorsque vous avez des dispositifs de clause d'insertion, de pli, de maison de l'emploi, vous avez une tête de réseau qui va fédérer les élus et les techniciens. Donc sur la partie du Fonds social européen qui est mon enjeu pour demain, parce qu'on est membre du comité de suivi, on va pouvoir répondre à des questions techniques et qui sont extrêmement nombreuses et importantes, mais surtout le reste, on va pouvoir travailler, partager des expériences, partager des dynamiques. Et ne pas oublier, c'est ce qu'on se rappelait tous ce matin, c'est que beaucoup de dispositifs sont nés par l'initiative des élus locaux. La clause d'insertion est née dans l'Est, les plis sont nés à Lille, et c'est l'État qui a accompagné ces dispositifs en leur donnant une structuration, parfois un peu de budget. Le contexte n'est pas favorable, on ne va pas se mentir. Là aussi, c'est notre rôle. On a quelques auditions au Sénat en ce moment pour mettre des amendements, mais je crois que tout le monde est un petit peu sur ce sujet-là, pour justement sécuriser les dispositifs, les fonctionnements, pour permettre aux élus locaux dont leur rôle est de répondre quand on est élu au quotidien, aux situations, qu'elles soient d'une entreprise, qu'elles soient de famille, qu'elles soient de quartier, qu'elles soient de développement, qu'elles soient de perte d'activité, de pouvoir monter des actions concrètes et de pouvoir que ces actions concrètes accompagnent les publics vers l'emploi ou les réaccélèrent. Et ce qui marche depuis très longtemps et ce que la loi veut un peu généraliser, c'est quand on est tous ensemble, on est juste que bien meilleur. Justement, on va passer en revue, si vous l'acceptez. Monsieur David, justement, ces innovations qui viennent du local, vous parlez de la clause sociale d'insertion. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en forme, d'une certaine manière? Est-ce qu'elle est bien appliquée? C'est une loi, bien entendu. Et est-ce qu'elle mérite d'être redopée d'une certaine manière?
Alors moi, la clause d'insertion, je suis tombé dedans en 2008. Le maire de l'époque, Alain Juppé, me dit « Johan, il faudrait s'en occuper. » À l'époque nationale, il y avait 1 million d'heures réalisées par an. Et l'année dernière, il y a eu 30 millions d'heures. Donc c'est juste le gap. Et l'État s'est structuré. Et Thibaut Guilly, avant ses fonctions de directeur général, était haut commissaire à l'emploi. Il avait déjà été très imaginatif. Et donc on a vu des budgets pour financer des facilitateurs et des facilitatrices. Il y en a 660 en France qui sont portés dans tous les territoires. Et là aussi, le rôle d'Alliance Ville Emploi, ça va être d'aider les services et les marchés. Mais maintenant, on développe ça dans les entreprises privées pour permettre à des marchés de pouvoir créer du parcours de clause d'insertion. Mais surtout, nous, notre rôle, c'est un peu technique, mais la clause d'insertion, le parcours, c'est comme un train et votre marché, il va être un des wagons. Et nous, on va trouver tous les autres wagons avec tous les acteurs du territoire pour que la personne puisse avoir ses heures, son titre professionnel, sa qualification, rentrer dans le métier, féminiser, ne pas faire que du BTP et être sur tous les éléments. Et ça se développe énormément. Et donc, c'est beaucoup de situations. Et derrière la clause d'insertion, vous faites un réseau de chaleur. C'est la dernière d'hier sur Alliance Ville Emploi. Vous construisez un réseau de chaleur. Vous êtes dans vos logiques d'aménagement. Et puis, vous mettez la clause d'insertion. Vous allez donner du sens dans le quartier. Vous allez donner du sens dans la professionnalisation. Et ce sont des métiers en tension. Donc, derrière, vous allez régler par une bonne idée, en plus une partie de chômage. Et toujours, avec tout le monde, sinon ça ne marche pas. Bien sûr. Donc retrouver le chemin de l'emploi, ça suppose aussi une action forte au niveau local pour lever un certain nombre de freins périphériques. Ah oui, voilà, logement, mobilité, crèche, etc. Donc là aussi, il faut avoir cette vision panoramique. Alors la vision panoramique de la ville, c'est pas, moi je ne veux pas la résumer en disant j'ai 2 places de crèche, je les mets à disposition. La vision de la ville, ça va être de dire moi j'ai des analyses, j'ai des contacts avec les habitants par mon CCAS, par ma direction sociale urbaine, par mon DVECO, par mes entrées. Et puis il y a tous les acteurs. Il y a France Travail quand même qui est le numéro 1, qui peut aussi dire voilà les freins et comment nous on peut ensemble trouver les solutions. Ensemble accompagner vers le bon parcours. Parce que moi j'ai été vice-président de CCAS, la gestion des SDF, on sait que c'est bien plus compliqué que simplement un logement. Mais c'est pareil pour là aussi. Il ne faut pas simplement que la place de crèche soit la solution. Il faut que ça soit accompagné et bien porté. C'est de la dentelle. Et c'est vrai que quand ça part du territoire le plus proche et qu'en plus, on peut le structurer et l'organiser, comme on se l'est dit, pour aussi le mesurer, le rendre quantifiable, eh bien, ça permet d'être efficace. Et puis ça permet peut-être d'illustrer, c'est ce qu'on fait à AVE, c'est qu'on va aussi discuter avec d'autres élus qui ont envie de se nourrir d'expérience. Moi, quand j'ai débuté, je suis allé dans la ville d'à côté, qui était très forte sur les clauses d'insertion, qui m'a tout expliqué. J'aurais tout piqué, j'ai tout fait pareil. Ah ben, très bien. Donc, cette approche holistique, donc transverse, est-ce que la réforme France Travail peut justement permettre de relever ce défi ? Alors nous, ce qu'on disait, c'est que nos acteurs, alors dans la réforme France Travail, c'est la loi plein emploi qui crée un certain nombre de dispositifs. Et nous, on est gourmands que enfin, partout, il y ait tout le monde autour de la table, dans une maison de l'emploi, dans un pli, dans certaines communes, c'est déjà le cas. Mais là, c'est l'institutionnaliser. Et pour moi, c'est aussi la reconnaissance de l'État, du rôle des élus locaux. Les élus locaux, avec leur mandat, que ce soit communaux, différents niveaux de strates, ont un rôle très important. Et là, ils ont un rôle, vu qu'ils vont co-présider ce dispositif. Mais comme le disait tout à l'heure le vice-président de l'AMF, il faut que les élus locaux puissent s'informer, se former, s'accompagner. Et nous, Alliance Ville Emploi, on travaille avec l'AMF, avec l'Interco, avec France Urbaine, pour travailler sur ces logiques ensemble et les porter, pas d'une seule voix, parce que chacun a ses spécificités, mais au moins là aussi en bande organisée. Et il faut quand même dire aussi que cette réforme, il y a aussi une transformation interne à France Travail, on peut le voir dans les échanges, dans les discussions de nos dispositifs, tant au niveau local qu'au niveau national, qui est extrêmement forte et qui est aussi une belle opportunité. Eh ben, super, merci beaucoup Johan David. Vous êtes bien sûr aussi le bienvenu pour revenir à cette table et pour prolonger les débats lorsque vous le souhaitez. On va justement aller dans d'autres territoires pour découvrir des expériences qui ont lieu et qui ont performé avec Laïla Dessaï qui va nous rejoindre, qui est DGS de Saint-Louis à La Réunion. Vous allez donc nous éclairer, chère madame, plus particulièrement sur les cités de l'emploi qui se déploient dans les quartiers de la politique de la ville. Depuis 2020, date du lancement de l'expérimentation, on compte précisément 84 cités de l'emploi sur le territoire, d'après les données de l'AMF, fournies par l'AMF. Et donc, quel bilan, vous, de votre côté, vous en tirez de votre commune? Et merci d'avoir pris au pied levé, je veux dire, la place de votre maire, qui a été obligé de rejoindre La Réunion pour des raisons personnelles. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est au pied levé, mais je vais tâcher d'être la voix de mon maître, plutôt de ma mère. Voilà. Donc, effectivement, 84 cités de l'emploi au total au niveau de la France. Et
un seul cité de l'emploi à La Réunion. Donc nous sommes la seule commune outre-mer à avoir obtenu ce label, cette expérimentation. Une chance, un honneur ou plutôt un pari. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est aussi le produit de beaucoup d'échanges nourris avec les services de l'État, avec le préfet, le sous-préfet. Échanges nourris et constants sur la problématique qui est la nôtre. La Réunion, Saint-Louis particulièrement, notre commune, c'est une des communes les plus pauvres de France. Nous avons 46,2% de taux de chômage dans notre commune. Nous, 46,2%. Le taux moyen à La Réunion, il est de 29%. Chez nous, à Saint-Louis, c'est 46,2%. Plus d'un tiers de la population qui est en quartier politique de la ville. 33% de familles monoparentales, enfin voilà, des conditions de fragilité socio-économique très dégradées. Donc nous sommes très volontaristes, certains diraient très boulimiques pour aller chercher les leviers. Et ben les leviers, c'est ce dont disposent les maires pour essayer de faire des choses au plus près, en proximité, pour ces publics les plus défavorisés. La Cité de l'Emploi, du coup, on a sauté à pieds joints quand le sous-préfet nous l'avait proposé. Aujourd'hui, on est à l'heure du bilan. Et ben, normalement, quand on fait des bilans, on parle chiffres. Donc, je vais vous en donner. Mais j'ai envie de vous dire qu'un des grands enseignements que l'on a tiré de la Cité de l'Emploi, c'est dans la façon de faire. Tout à l'heure, Monsieur le Président parlait de gouvernance, de s'apprivoiser, de faire ensemble. Et ben, quand on rentre dans ce type de dispositif contractualisé, de l'intérieur, moi qui suis DGS, j'ai dû révolutionner la manière de faire et de coopérer par les services. Les faire sortir du travail et du mode d'action tuyau d'orgue pour aller plutôt vers une façon de faire dans le cadre d'une vision systémique. On crée un impact sur un territoire pour un public et on fait toutes thématiques confondues. C'est la question de l'effet domino. Voilà, on essaye d'embrasser toutes les problématiques et c'est ça qui marche. Donc on a dû nous revoir notre organigramme par exemple pour créer une véritable direction de la cohésion territoriale qui regroupait tous les dispositifs de la politique de la ville. On a revu nos comitologies pour impliquer les élus de quartier, les élus thématiques sectoriels qui viennent bosser sur les problématiques emploi à l'échelle des quartiers. On a revu également nos instances partenariales. En fait, voilà, on a revu un peu notre façon de fonctionner. Ça, c'était le premier enseignement. Les autres données du bilan, elles sont un peu chiffrées, effectivement. La Cité de l'Emploi nous a ramené 100 000 € par an de la part de l'ANCT. La première année, la commune a mis 20 000 €. En 2024, nous avons mis plus de 70 000 € pour vous dire qu'on a accru également notre participation. À quoi sert cet argent donc? Cet argent, ça vous permet d'avoir de l'ingénierie, c'est la première chose. Un dispositif, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui puissent le porter, l'animer, le faire vivre. Donc on n'a pas d'ingénierie, on peut avoir tous les sous que l'on veut, ça ne marche pas. Et l'argent, il dort parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Donc on a recruté des conseillers d'insertion professionnelle, on a recruté des adultes relais, on a recruté des ambassadeurs de quartier, on a optimisé les financements pour être dans les maisons de quartier avec le contrat de ville au plus proche de l'habitant. C'était vraiment le aller vers. Et ça nous a permis aussi de financer des actions, des actions classiques, des actions qui viennent être complémentaires avec ce que le droit commun nous apporte, des actions pour décomplexer les publics les plus éloignés de l'emploi. En fait, on allait capter les gens qui sont en dehors de tous les radars, ceux qui ne sont sur aucun listique, qui ne sont ni à la mission locale, ni au pôle emploi, qui sont nulle part. Donc ces gens-là, avec le travail de proximité, on est allé les chercher dans la rue. On les a ramenés, on les a mis dans nos bases de données, on les a orientés et on a fait des actions très simples de retour de la confiance en soi, des choses très ludiques, le CV musical par exemple, les ateliers numériques, des ateliers de cuisine avec les JO. On a répondu à pas mal d'autres appels à projets qui sont venus en complément de ce qu'on a. On a répondu à un appel à projet qui s'appelle Parcours Sport, plus haut, plus fort, ensemble. Et en fait, c'est dans des actions très ludiques, c'est travailler le dépassement de soi, le travail en collectif, etc. Tout ça pour au final être prêt pour un entretien d'emploi. Enfin, je peux vous en parler pendant des heures. Non, mais c'est génial, bravo. Je veux dire, tant mieux, il faudrait qu'on élargisse un peu d'ailleurs les horaires et l'amplitude horaire de ces forums-là. Au-delà de ça, est-ce que quand on parle d'une meilleure gouvernance qui est portée par la réforme France Travail, est-ce que vous, sur le terrain, vous pensez qu'effectivement, à plusieurs, vous serez plus fort ?
On est déjà, en fait, on est un caillou, La Réunion, on est un petit territoire. Oui, donc la gouvernance partagée, on l'a déjà. Les façons de faire ensemble, en fait, on a un seul objectif, une seule envie. Le préfet, les présidents d'interco, le maire, le président de département, de région, eux, ils ont un objectif commun sur l'emploi. Donc on a déjà cette culture du faire ensemble. Moi, ma crainte, enfin celle de Madame le maire que je représente, c'est sur une question de sémantique. Dans la réforme de la loi, on parle du plein emploi. Le plein emploi, dans un territoire aussi fragilisé que le nôtre, ça crée de l'espérance chez quelqu'un, ça crée de l'espérance chez un jeune. Quand un maire lui dit, voilà, il y a la réforme qui va arriver avec la loi plein emploi, le jeune, il s'attend à quoi? Qu'il y a un emploi pour tout le monde. Donc cette question de sémantique, il va falloir déployer de la pédagogie, il va falloir déployer des choses très concrètes pour expliquer que le plein emploi ne va pas dire que je vais résoudre la problématique de l'emploi et donner un emploi dans chaque famille. Ça, c'est un sujet peut-être de sémantique, mais qui est profond et sur lequel il va falloir qu'on s'y attache. On parlait de formation des élus tout à l'heure à table, et effectivement, ça fait aussi partie, ce vocabulaire, cette façon d'appréhender les choses et de faire en sorte qu'ils soient appropriés à leur juste valeur. Merci en tout cas pour ce premier témoignage, Leïla Dessaï, donc DGS de Saint-Louis à La Réunion. On va poursuivre justement l'exploration de tous ces dispositifs avec Daniel Cornet, qui est maire de Pontchâteau dans la Loire-Atlantique. Et je me permets d'apporter quelques très rapides éléments de contexte sur le dispositif territoire zéro chômeur longue durée, en vigueur depuis 2016, donc sur le plan national bien sûr, avec donc 10 territoires témoins et visant à résorber le chômage de longue durée. L'expérimentation a été élargie, puis ajustée en décembre 2020 et pourrait être prolongée au-delà de décembre 2025. Toujours des petits points d'interrogation, mais peut-être que le savez-vous, Madame le maire, vous allez nous en dire un peu plus. Si donc le législateur le décide, 50 donc TZCLD auront vu alors le jour. C'est à peu près la comptabilité nationale que nous avons, Madame le maire. Quel bilan vous tirez de cette expérimentation? J'ai eu dans un autre cadre la possibilité d'en discuter avec le maire de Laval, qui était absolument enthousiaste avec ce territoire zéro chômeur. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme-là? Je partage tout à fait cet enthousiasme, et peut-être pour vous dire des chiffres macro très vite, mais un petit peu. Nous sommes 75 territoires ruraux et urbains au sein de 47 départements qui expérimentons la mise en œuvre du droit à l'emploi par le dispositif ou le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc c'est 75 territoires, 47 départements. Donc ça c'est important. Nous sommes à la fin presque de l'expérimentation suite au vote de la deuxième loi d'expérimentation qui a été promulguée en juin 2021. Décembre 2021, nous avions l'agrément et nous avons ouvert une entreprise qu'on appelle dans son nom générique à but d'emploi en janvier 2022. Donc là, on est à un instant aussi fatidique parce qu'on arrive à la fin de cette expérimentation. Les territoires vont devoir rendre leur bilan. Et l'espoir derrière, c'est de pouvoir ouvrir et de travailler sur une loi qui permettrait de pérenniser cet accompagnement, ce projet sur les territoires, qui a prouvé son efficacité en termes de lutte contre la privation d'emploi. Voilà. Vous avez quelques signaux positifs qui vous laissent entendre qu'on pourrait aller effectivement vers une accentuation de cette démarche-là? Alors les signaux, on a un territoire zéro chômeur qui s'active pour sensibiliser les territoires, et puis le fonds d'expérimentation qui rend des bilans plutôt positifs sur la lutte contre la privation d'emploi. Je peux vous dire à l'échelle locale, à Pontchâteau, ce que ça a pu donner, si vous voulez. Donc nous avons réussi à sensibiliser 350 personnes au projet. Combien d'habitants à peu près? Sur 11 000. Et un taux de chômage, à 5,5 sur le département. Et à Pontchâteau, nous avions, à septembre 2024, nous avons encore 188 personnes durablement privées d'emploi, catégorie A au sens de la classification plein emploi de France Travail. Et donc, on a réussi à sensibiliser 350 personnes, 251 volontaires à un moment. Ça a donc permis 80 embauches en EBE, et 59 ont retrouvé un emploi hors EBE. Pourquoi? On peut, parce que, alors de temps en temps, voilà. Les EBE, donc ces entreprises à but d'emploi, c'est le nom générique. Vous l'avez générique, ouais. Mais qui ont une fonction très particulière, ils doivent occuper un champ non concurrentiel.
Alors C'est ça ou pas, hein, effectivement, on doit à la fois, par cette entreprise que nous ouvrons, pouvoir créer de la valeur ajoutée par de nouvelles activités qui ne sont pas concurrentielles avec celles existantes sur le territoire. Et ça, c'est un processus de travail assez long en amont du projet que nous mettons en place au sein d'un groupe de travail qui est le comité local pour l'emploi aussi. On l'appelle comme ça. Ça fait travailler tous les acteurs d'insertion. Les entreprises sont associées, la communauté de communes, le département bien sûr qui soutient et la commune. Et là, on identifie les besoins qui seraient non couverts sur le territoire pour en faire une activité rémunératrice. Un besoin non couvert. Eh bien, on est sur le réemploi pour nous. On a donc participé, par exemple, avec la commune, avec le syndicat mixte Nord-Atlantique, à la fabrication de composteurs à partir de réemploi de palettes de bois, par exemple. Et donc, nous sommes là en capacité de produire ces composteurs pour alimenter des communautés de communes. On fait du réemploi aussi via la couture. Et puis, on a essayé aussi de développer du partenariat avec les entreprises économiques locales via la sous-traitance. Et on commence à être reconnu par les entreprises, nos pairs aussi entrepreneurs. Voilà. Quels sont les freins et les avantages de ce dispositif? Et parlez-moi de cet ami-là qui vous a mis un peu l'humeur chagrine de la région Pays de la Loire. En fait, les avantages, c'est quand même ce travail collectif que les uns et les autres, dans les précédentes interventions, vous avez relayé. C'est cette interconnaissance que nous avons développée avec les acteurs en charge de l'insertion de l'emploi pour apprendre à travailler ensemble et surtout rassurer par le fait que, par ce consensus de travailler ensemble, que nous ne sommes pas là pour se substituer aux acteurs de l'insertion par l'activité économique. Pas du tout. On est là pour être complémentaires et travailler avec eux. Et c'est ça qui nous rend aussi l'efficacité, qui apporte de l'efficacité, c'est qu'on ne travaille plus en silo. Et l'autre avantage, c'est que les demandeurs d'emploi eux-mêmes sont dans le projet. Donc localement, ça produit quelque chose d'énorme. Je passe d'allocataire du RSA à partenaire dans un même projet, avec tous les acteurs de l'insertion en charge de l'activité, de l'insertion par l'activité économique, qui sont du coup à côté de moi, demandeurs d'emploi. Et ça donne une autre dimension. Ouais. Et donc, non, je parlais de l'ami, mais il ne s'agit pas de personnaliser en quelque sorte une quelconque ni polémique ou quoi que ce soit. Mais vous ne l'avez pas bénéficié de cet ami tout simplement parce qu'il y a des zones de frottement et on considérait que déjà vous aviez tout ce qu'il faut pour agir, quoi, pour aller vite. Peut-être il faut peut-être dissiper ou une ambiguïté. Le territoire zéro chômeur, il est financé sur la contribution au développement de l'emploi. Il est financé sur le financement d'un nouveau poste, de création de postes. Et ça, c'est un point élément, un point important, alors que, par exemple, le projet O2R, il était là pour apporter des moyens à l'ingénierie, on en parlait tout à l'heure, l'ingénierie qui nous permet de recruter des moyens supplémentaires pour aller chercher ceux qui ne répondent pas aux informations collectives, pour qui c'est déjà une marche trop haute. Et ces publics-là, c'est important d'aller les chercher, parce qu'on a tous sur nos communes des personnes qui sont très marginalisées, pour lesquelles les dispositifs n'ont rien produit. Donc, il ne faut pas confondre ce que Territoire Zéro Chômeur apporte comme financement à la contribution du développement de l'emploi par rapport et à la création de l'emploi supplémentaire par rapport à ces appels à projets, appels à manifestation d'intérêt comme O2R par exemple. Alors on peut saluer le fait que vous avez déjà préfiguré en quelque sorte une organisation territoriale. Oui. La réforme France Travail vise justement à améliorer cette gouvernance. Est-ce que vous craignez, vous appréciez le fait qu'elle existe et qu'elle peut permettre effectivement de rendre encore plus efficace le dispositif que vous portez? Moi, je ne crains pas. Je trouve que ce qu'on a engagé comme démarche sur la commune prouve au contraire que quand on travaille ensemble, eh bien, on identifie. Les maires ont envie d'agir. Donc, ils ont envie d'agir au sein d'un même projet avec les acteurs en charge de l'insertion. Moi, je ne crains pas. Je pense que c'est une opportunité. Nous allons conforter notre implication, y compris dans la nouvelle loi plein emploi. Je suis rassurée sur le fait que nous sommes un acteur identifié par l'expérimentation et que nous serons en tant que tel entendus. Merci Madame le maire, vous avez autre chose à rajouter? N'hésitez pas. Hein, si eh bien peut-être pour... Allez-y, voilà. Peut-être dire que pour les nouveaux élus ou pour ceux qui vont créer de nouvelles équipes municipales, soyez curieux, allez voir le stand Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Vous allez y recevoir une information complète parce que peut-être vous aussi vous cherchez des solutions localement sur comment lutter contre la privation d'emploi. C'était ma première motivation. C'était une source d'injustice incroyable pour moi de voir des personnes en situation de privation d'emploi. Peut-être vous
partager cet état d'esprit. Donc allez voir le stand Territoire zéro chômeur de longue durée. Peut-être ça va alimenter vos réflexions. Il est où, pardon? Devant l'auditorium. Devant l'auditorium, d'accord. Voilà, sur votre droite. Ok, super. Jeanne Beau vous accueillera avec plaisir et peut-être ça va alimenter vos réflexions sur les nouveaux programmes. Merci pour ce témoignage. Et bien entendu, peut-être qu'on vous saisira parce que j'ai oublié de le dire. Merci beaucoup. J'ai oublié de le dire, on a une séquence, donc il y a une deuxième séquence qui va commencer après. Et ensuite, bien entendu, il y aura un temps d'échange d'un quart d'heure avant, à la fin de ce forum. Monsieur le co-président. Un petit, voilà. Oui, je ne vais pas être très long. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les différentes interventions. Vous le voyez, on est déjà au boulot. La question de l'emploi, on l'a bien en tête. Moi, ce que je retiens très succinctement de ce que j'ai entendu, la force de la coopération, voilà, mais surtout la compréhension des dispositifs. On peut aussi se le dire en tant que collectivité, il y a un truc qui peut être un peu difficile, c'est tous les appels à projets, etc., etc. Et donc, la connaissance des différents dispositifs pour pouvoir ensuite aller candidater nécessite un peu d'ingénierie. Et donc cela renvoie quand même à la question de quelle échelle, voilà, et quel niveau de compétence pour pouvoir répondre à ces appels à candidature. Je ne l'ai pas beaucoup entendu, donc je voulais quand même poser cette brique-là qui me semble importante dans nos réflexions en tant que collectivité. À quel niveau on a l'ingénierie pour pouvoir porter ce type de dispositif et quel dispositif pour quelle échelle. Voilà, je voulais juste poser ce sujet-là et remercier nos intervenantes et intervenants de ce premier tour de table. On enchaîne, merci Mohamed, on enchaîne avec la séquence 2, opportunités et perspectives de la réforme France Travail et de la mise en place des comités territoriaux pour l'emploi. Comment, dans le cadre de la mise en place de cette réforme et donc de la nouvelle gouvernance pour l'emploi, l'ensemble des actions dont nous venons de parler seront-elles prises en compte? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Cher monsieur le directeur général de France Travail, Thibaut Guini, je vous invite à rejoindre donc, cette scène. Donc, où en est-on aujourd'hui de la mise en place justement de cette gouvernance? Combien de comités régionaux, départementaux et locaux ont vu le jour et à quel horizon une finalisation à peu près complète du dispositif sera atteinte? Vous avez 2 minutes et surtout ne pas s'endormir toute la salle qui vient de prendre un bon déjeuner. Non, d'abord merci. Puis en plus de ça, c'est pas facile de passer après Mohamed Gnabali parce que je trouve qu'il parle de façon très claire et très précise finalement de tout ce qu'on vient de se raconter. Et merci pour les témoignages en fait qui montrent que d'abord, avant toute chose, heureusement, on part pas de rien, on part d'énormément de choses. Enfin, parce que on réinvente ne réinventons pas l'eau chaude à la lumière de cette réforme. Tout est parti sur la démarche de la réforme France Travail et la mise en place du réseau pour l'emploi. D'une démarche qui a duré quand même un certain nombre de mois, qu'on a conduit ensemble avec une première idée forte qui, moi, chaque jour qui passe ne fait que se consolider, c'est qu'il n'y a rien besoin d'inventer. On habite dans un pays dans lequel, à chaque problème auquel on est confronté, il y a toujours des gens, quelque part, qui ont inventé le bout de solution. Et ça, c'est la première chose, et je pense que ça doit quand même nous animer, parce qu'on est le fruit d'une histoire, on est le fruit d'apprentissage, et c'est sur la base de ces apprentissages qu'après, d'ailleurs, on peut construire. Et moi, par contre, ce que cette invitation de la gouvernance, c'est quoi? C'est parce qu'on a parlé de la coopération là-dessus. Si on se dit les choses, moi j'ai été aussi acteur de terrain pendant une petite vingtaine d'années. Et franchement, faut bien au moins 10 ans avant de pouvoir passer son diplôme d'acronyme par la validation des acquis de l'expérience et la compréhension des dispositifs. Et d'ailleurs, on a parfois dans ce pays une forme de fétichisme du dispositif parce qu'il est aussi le fruit d'une histoire. Bah tiens, on a lancé ça, on a la fierté d'avoir lancé son propre projet, ou etc. Mais à la fin, qu'est-ce qui fait commun? Parce que quand on parle de gouvernance, c'est une gouvernance d'abord pourquoi? En fait, ce qui nous réunit, et ça a été, je pense, très bien dit et très bien ressenti dans les témoignages aussi, merci à Madame de la Réunion là-dessus, c'est d'abord, on se bat pourquoi? On se lève le matin, ce qui nous donne de l'énergie, c'est comment on peut accompagner la réussite de chacun sur son territoire. Et l'autonomie, la dignité par le travail, par l'activité, c'est quand même la base.
La deuxième chose, c'est comment on peut se résoudre, avoir des entreprises qui ont des difficultés à trouver les candidats et qui n'arrivent pas à se développer faute de ça. Donc accompagner la réussite des entreprises, c'est d'abord accompagner les ressources humaines, parce que la force des entreprises, c'est les ressources humaines, c'est les candidats, c'est les talents. Et je suis d'accord avec vous-même. Le plein emploi, moi je me méfie parce que d'un département à un autre, d'un territoire à un autre, les réalités sont très différentes. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que, et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, le chômage a baissé de 10 à 7%. Mais même le taux d'emploi, lui, il est passé de 63 à 69%. Derrière ces statistiques un petit peu froides, ça fait qu'il y a quand même une réalité, c'est que les entreprises ont plus de mal à trouver de l'emploi, des candidats, là où on a quand même encore énormément de gens qui ont des difficultés à trouver un emploi. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre pour les personnes qui voient à la télé je recherche et eux ne trouvent pas. Et c'est incompréhensible pour les employeurs, de sorte que ça amène quand même une incompréhension des citoyens. Et c'était la première fois en 2022 que les citoyens, dans la mesure UNEDIC, nous disaient c'est de la faute du chômeur si on ne trouve pas. Bien, en fait, la mise en place du réseau Pôle emploi, c'est de dire c'est de notre responsabilité collective. Parce qu'en fait, notre responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on inflige depuis trop longtemps la complexité de nos dispositifs aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. Et que l'invitation qu'on a là, c'est de dire, c'est formidable. Moi, je trouve qu'on a de la chance de vivre dans un pays où on a un territoire zéro chômeur et des gens qui se disent, tiens, pour vraiment ceux qui n'y arrivent pas, ils vont avoir un filet de sécurité sociale. Les missions locales, on est, je pense, les seuls, on avait fait un benchmark européen, avoir un réseau jeune comme celui mobilisé. Les élus et les maires qui sont les premiers cœurs battants et qui, du coup, ont monté d'ailleurs les missions locales essentiellement, mais aussi les maisons de l'emploi, les plis. Cette somme des initiatives, c'est comment maintenant on range un petit peu la maison pour apporter la bonne solution au bon moment à la bonne personne. Parce que l'enjeu de France Travail et du réseau Pôle emploi, c'est du sur-mesure de masse. Il n'y a pas une seule personne qui ressemble à une autre, il n'y a pas une seule entreprise qui ressemble à une autre, il n'y a pas un seul territoire qui ressemble à une autre. Donc, un objectif commun et mettons-nous d'accord, pas sur la fierté de que fait la mission locale, que fait France Travail, que fait l'initiative de tel élu, mais sur notre territoire, c'est quoi nos 3-4 priorités là-dessus. Et c'est pour ça que c'est l'État et les élus qui sont en charge de la gouvernance politique, stratégique et financière qui doivent être à la manœuvre pour valider les orientations. Mais si vous avez des orientations stratégiques, mais que vous n'avez pas ceux qui sont sur le terrain pour les mettre en œuvre, eh bien en fait, il y a ceux qui parlent, mais les citoyens se disent qu'il y a un décalage après derrière avec l'action. Et l'invitation qu'on a nous, France Travail, main dans la main avec Cap Emploi, avec les missions locales, avec les départements, mais aussi avec les associations, avec le territoire zéro chômeur quand ils sont là, l'école de la deuxième chance, les EPID, il y en aurait d'autres, c'est comment nous, en revanche, on s'organise pour vous dire... Voilà là où il manque des choses. Il faudrait peut-être mettre plus de moyens. Voilà là où peut-être que là, franchement, vous avez 4 dispositifs. Ça serait peut-être bien de simplifier un petit peu les choses. Et qu'on pilote au résultat. Et qu'à la fin de l'année, notre fierté, ça doit être de se dire, tiens, on a moins de demandeurs d'emploi, on a moins de personnes au bord de la route et on a moins d'emplois non pourvus. C'est ça l'objectif de base. Ensuite, la gouvernance. On part du bassin de vie, du bassin d'emploi. Et j'observe que ce n'est pas simple à mettre en place, parce qu'on a quand même chacun ses réflexes. Mais où les gens cherchent du boulot ? Sur le bassin de vie. Je ne dis pas qu'après, d'ailleurs, on ne peut pas aller dans le bassin de vie d'à côté, mais quand même, globalement, 90% des embauches se font dans le bassin de vie. Et pourtant, les politiques se font de façon institutionnelle. Donc, pensez au ministère, parce qu'il a la compétence de la politique de l'emploi. Pensez à la région, parce qu'il a la compétence de la formation. Pensez au département, parce qu'il a la compétence sociale. Et tout ça, ça retombe comme la gravelotte, comme on a tendance à dire dans le Nord. Et on doit se débrouiller, nous, sur le terrain, pour essayer de mettre de la cohérence dans tout ça. C'est à ça, parce qu'après, on peut parler des comités locaux et puis des 42 personnes qui doivent être autour de la table. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir du coup de cette gouvernance, c'est le bassin de vie. Et là, j'observe que d'une région à une autre, on a encore un petit peu du mal à se mettre d'accord. On en parlait, par exemple, visiblement, en Haute-Savoie, il y a encore un débat. Parce que le préfet, il va vouloir le faire à l'arrondissement parce que ça l'arrange. Le département, lui, ça l'arrange qu'il le fasse sur son secteur de l'action sociale. La région, il avait déjà pensé sa structuration. Et puis, évidemment, président d'intercommunalité, il aimerait bien que ce soit juste autour de son intercommunalité. Qui a le dernier mot, surtout du dessin, du bassin de vie, etc. Mais en fait, justement, là où ça marche, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même quelques endroits où ça marche. Oui. Là où ça marche, c'est quand ils sont pas en train de, quand on n'est pas en train de se dire qui c'est qui a le dernier mot, mais qu'en fait la condition pour que ça marche, l'action, c'est que, j'ai envie de dire, la bande des 4 soit d'accord. Ok, ça fait sens. Moi, je vais m'adapter un petit peu, moi aussi, mais au moins ça fait sens pour les citoyens, donc le bassin de vie. Et ça, ne lâchez rien. Je me permets de le dire aux élus locaux,
au maire, au président d'intercommunalité, vaut mieux prendre le temps de rediscuter avec le préfet, avec le président de département et le président de la région, parce qu'après, derrière, pour l'action, c'est les gens de terrain, et donc ceux qu'on est censé servir, qui payent finalement les petites guerres picrocolines, où c'est plus des égos ou des questions de pouvoir politicien qui nous posent des problèmes après, derrière, dans l'action. La deuxième chose, on part du bassin d'emploi, la subsidiarité. Ensuite, on ne remet surtout pas en cause, au contraire, nous on est les meilleurs amis des départements. En ce moment, on est en train de mettre en place une réforme du RSA qui est formidable avec les départements. Mais c'est bien d'avoir un échelon départemental qui est la politique de la solidarité. Mais s'il n'est pas impliqué localement pour veiller à ce que ces solutions sociales soient adaptées à la réalité de Béthune par rapport à la réalité d'un autre territoire un petit peu plus loin, ça ne marche pas. Si le président de région ne prend pas en compte la connaissance locale de la spécificité de tel ou tel partenaire, l'offre de formation n'est pas adaptée à tel bassin d'emploi ou à telle population. Et cette subsidiarité-là, il faut l'accepter. Et donc, moi, je fais avec le millefeuille territorial dont tout le monde parle parce que ça, moi, je ne peux pas le changer. Je pense que dans la salle, on n'est pas nombreux à le changer. On peut tous avoir une idée dessus, mais il faut qu'on fasse avec. Et dans le faire avec, du coup, ça suppose de la coopération, des outils, et ça, on est en train de vous en mettre à disposition. On va le voir. Et ensuite, plutôt quelques objectifs très concrets, des victoires. Moi, ce que je rêve, c'est qu'à Béthune, Olivier Gaquer, qui a mis en place en avance de phase son premier comité local, ils ont défini quelques objectifs concret, il en parlera mieux que moi, mais concrètement, tiens, on a besoin de 600 conducteurs de ligne. Comment on va faire pour qu'à la fin de l'année, on n'en ait plus besoin de 600, mais peut-être seulement que de 100 ou de 200, ça voudra dire 400 personnes, 400 familles qui sont retournées à l'emploi, et puis des entreprises qui auront envie de se dire, tiens, je viens à Béthune, je reste à Béthune. Qu'est-ce qui fait que ce comité local, à Béthune par exemple, va faciliter l'embauche de ces 600 Moi, je pense qu'il y a quand même une question de leadership. Il faut quand même du leadership. Il faut qu'on soit tous autour de la table. Et d'ailleurs, le leadership, ça peut se conjuguer à 2 ou 3. Enfin, je veux dire, s'il y a 3 personnes dynamiques sur un territoire, arrêtons les égos. Mais il faut quand même du leadership parce qu'il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns qui sentent le sujet, etc. Et de temps en temps, il y a le préfet, il va bien le sentir. Puis de temps en temps, le préfet, il est un petit peu moins collé à ces sujets-là. C'est pas grave. Il faut qu'il soit là. Mais de temps en temps, le président d'intercommunalité, il va être à fond sur le sujet. D'autres, ils vont l'être un petit peu moins. Mais leadership. Deuxième chose, tout le monde autour de la table, mais concentré sur des objectifs concrets. Vous allez voir qu'en plus de ça, ça va sacrément simplifier la gouvernance, qu'au début, il y a une grande liste, mais quand il s'agit de faire, ça permet finalement de se séparer un petit peu de ceux qui se sont battus pour être là, pour finalement ne plus être présents quand il faut faire. Élimination naturelle. Ouais. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Dans la mise en place de ces comités, il y a toujours des débats sur qui c'est qui va être le chef, etc. Mais une fois qu'après, d'ailleurs, on est en chemin, c'est ceux qui vont faire et qui vont obtenir des résultats, qui vont être là et qui vont après, d'ailleurs, entraîner le changement. Voilà moi ce que j'avais envie de dire là-dessus. Et nous, France travaille derrière ça, parce que vous l'avez dit et merci. Mais on a encore aussi notre chemin à faire de transformation. Mais tout le monde doit se transformer dans cette histoire-là. Et nous, en fait, c'est juste de dire que France Travail, on est l'opérateur d'État qui avons une capacité, mais parce qu'elle est donnée par l'État pour le compte de tous. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de tous les citoyens, de toutes les entreprises qui sont investies pour qu'on ait cet opérateur d'État. Et donc nous, on est là pour développer les outils, parce que franchement, vous parliez d'ingénierie, moi je suis pour l'hyper-concentration des outils, parce qu'on ne va pas réinventer les outils dans chacune des collectivités. Il y a 36 000 communes, il y a 103 départements, il y a 18 régions. C'est de l'argent gaspillé, et puis en plus de ça, c'est des outils qui à la fin ne fonctionnent pas. Donc il vaut mieux en avoir un qui fonctionne bien, parce qu'il a été développé par les utilisateurs sous le couvert de tous. Et par contre, je suis pour l'hyper-déconcentration des décisions. Le plus, c'est les demandeurs d'emploi, les entreprises qui peuvent prendre leurs décisions. Le plus, ensuite, par subsidiarité, c'est ceux qui les accompagnent. Et ensuite, le bassin de vie, etc., etc. Et le plus, ça marchera. Donc moi, je suis hyper confiant parce que plus je vais dans les territoires, et franchement, j'y vais très souvent, et plus j'observe qu'il y a quand même déjà des belles habitudes de coopération. Voilà, soyons pas trop exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. De toute façon, on ne peut pas faire pire qu'aujourd'hui. Ouais. Donc regardons plutôt les progrès qu'on apporte chaque jour et chaque semaine dans cette démarche. On a une petite carte de France, justement, de l'avancée. Oui, alors après, d'ailleurs, c'est vrai que vous vouliez des chiffres, mais en fait, après, non, mais dans la démarche sur France Travail, c'est toujours on teste, on apprend, on augmente. Et donc, vous voyez, sur le RSA, tout le monde disait « Ouh là là, mais vous allez faire de l'esclavagisme des bénéficiaires du RSA pour certains. » Bon, à la fin, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas débattu, on n'a pas fait des grandes
on a fait dans 18 départements. Merci aux 18 départements, d'ailleurs de droite comme de gauche, qui se sont engagés. On a dit on va apprendre ensemble. Et tous les mois, on se voit. Et tiens, qu'est-ce qu'on a appris? Ça, c'est bien. Tiens, c'est bien dans tel et tel et tel endroit. Bon, ben ça, on va en faire une règle commune. Hein. On va aller arrêter de réinventer l'eau chaude dans tous les territoires. Ça, par contre, il faut l'adapter à chaque territoire. Et 18 départements. Ensuite, on est passé à 49 départements. 49 départements où on travaille. À la fin, on a des résultats. Là où le RSA augmente dans les départements, bah, ça baisse partout où on l'a mis en place. 42% des bénéficiaires du RSA qui, 12 mois après, ne dépendent plus du RSA. Et pour ceux qui pensaient qu'on était méchants avec les bénéficiaires du RSA parce qu'on leur demandait des engagements, et moi qui étais éducateur, mais ici dans cette salle, il y a quand même pas mal d'éducateurs, 92%, moi je suis hyper content parce que 92%, là, on a fait un sondage, et pas fait par France Travail, hein, mais par un institut extérieur, 1800 échantillons, tout ça. 92% des bénéficiaires du RSA sont satisfaits, et je crois 56% très satisfaits de l'accompagnement. Parce que la réalité, c'est que les gens qui sont dans la difficulté, quand on va les voir, qu'on dit « je crois en toi, on va se bouger pour toi. Par contre, c'est toi qui vas réussir, donc il va falloir aussi que tu t'engages », ça marche. Et donc cette méthode-là, on l'a fait sur le RSA. On est en train de la faire avec Intercommunalité de France et l'AMF. On a testé d'abord avec 3 territoires, Dunkerque, Laval, Saint-Nazaire. Puis ensuite, après d'ailleurs, Béthune et d'autres avec Intercommunalité de France, on est en train d'apprendre. Et du coup, on a développé les tableaux de bord, on a développé les feuilles de route opérationnelles. Et du coup, le 1er janvier, le 1er janvier, on va mettre dans les mains quelque chose qui n'avait jamais existé pour tous les élus qui sont dans cette salle et puis tous ceux qui sont à côté. C'est enfin un tableau de bord avec une vue de 100% des citoyens qui n'ont pas de travail et qui ont besoin de nous. 100% des entreprises qui recrutent et qui ont besoin de nous pour ensuite animer des stratégies territoriales aux résultats. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Ça ne sera pas parfait au 1er janvier, ça sera un petit peu mieux au mois de février. Et j'espère qu'à la fin de l'année 2025, on sera fiers d'avoir fait un vrai changement sur les politiques d'inclusion et d'emploi grâce à vous. Parce que c'est vous qui apportez le leadership. Et moi, sans les élus locaux, France Travail aura du mal à régler les problèmes de garde d'enfants, de mobilité, de logement, de solidarité du quotidien qui sont absolument essentiels pour gagner la bataille de l'emploi. Merci Thomas Guilly pour... Thibaut Guilly, bien sûr. Stéphane Bally, maire de Bonneville en Haute-Savoie et donc président de l'Union nationale des missions locales. Je suis sûr que vous avez une réaction après cette intervention. Bonjour. Déjà, je salue tout le monde et je félicite Thibaut pour son discours parce qu'en fait, il correspond parfaitement à, je pense, ce que les élus locaux attendent, l'hyper-déconcentration. J'allais parler même d'hyper-décentralisation ou décentralisation, redonner le pouvoir et la souplesse un petit peu localement pour trouver des solutions adaptées aux spécificités de nos territoires dans toutes les problématiques, en particulier dans les problématiques d'emploi. Non, nous, on est très très contents et très fiers d'avoir participé aussi à la construction de ce réseau pour l'emploi et de participer à la remise dans l'emploi des jeunes, puisque notre spécialité à nous, c'est plutôt la jeunesse. Absolument, avec donc une réalité locale, départementale, plus difficile à intégrer justement avec cette nouvelle gouvernance. On cherche la bonne formule en ce qui vous concerne? Ah non, pas forcément. En fait, nous ce qu'on trouve bien, en fait, si vous voulez, les missions locales ont été créées il y a 42 ans à peu près par Bertrand Schwartz. Oui, mais je reviens un petit peu sur l'historique. C'est important quand même de s'en rappeler. Il y a 42 ans. Et ces missions locales, elles ont été créées parce que l'État a demandé aux collectivités locales de les aider, d'aider l'État à mettre en œuvre des politiques qui soient adaptées aux problématiques que rencontrent les jeunes. Et on a 2 piliers dans les missions locales. On a l'approche globale, c'est-à-dire qu'on considère le jeune non pas au travers uniquement sa problématique d'emploi, mais au travers de l'ensemble des difficultés qu'il peut rencontrer pour trouver un emploi, des problématiques de logement, comme ça a été dit, des problématiques de santé, des problématiques de transport. Et notre deuxième pilier, celui qui est le plus important, j'allais dire pour nous, c'est la territorialité. C'est le fait que les missions locales, elles reposent avant tout sur un territoire, sur l'implication des élus locaux. Moi, je suis maire d'une commune, je suis président de ma mission locale parce que chaque président de mission locale, normalement, est un élu local. Et donc, les élus sont impliqués dans la construction des politiques publiques qui visent à trouver des solutions d'insertion sociale et professionnelle aux jeunes. Et c'est ça qui nous importe. Le réseau pour l'emploi va dans ce sens-là. Il a été construit autour d'un certain nombre de niveaux. Il y a le niveau national, le niveau régional, le niveau départemental et infradépartemental. Les élus de chacun des niveaux ont une place à trouver dans ce réseau pour l'emploi. Les départements doivent trouver leur place dans le niveau départemental, dans le niveau infradépartemental. C'est-à-dire sur les bassins d'emploi dont parlait Thibaut Guilly tout à l'heure. C'est là qu'il faut que les élus locaux s'impliquent, c'est là qu'il faut que les maires s'impliquent, c'est là qu'il faut que les présidents d'intercommunalités s'impliquent. On a besoin
de ces représentants locaux, de ces maires, de ces présidents d'intercommunalité pour construire les politiques publiques, pour mobiliser les moyens de terrain, pour trouver des solutions aux spécificités de chacun de ces territoires. Donc on a besoin de vous dans la construction de ce réseau pour l'emploi. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est cette implication, ce dynamisme des élus, la connaissance aussi, la compréhension de la mise en place de ce réseau pour l'emploi. Les élus ne le comprennent pas forcément toujours, ça n'a peut-être pas été suffisamment expliqué, il faut peut-être aller un petit peu plus loin et ensuite il faut que ces élus s'impliquent, comme ils l'ont fait à l'époque dans les missions locales, dans le fonctionnement du réseau pour l'emploi. On a besoin des élus locaux et c'est ça le grand message que je souhaite passer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me parler en deux mots de l'impact de cette réforme France Travail sur les missions locales à proprement parler? C'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'impact le plus important. D'une part, c'est de mobiliser l'ensemble des partenaires, de les mettre autour d'une table et de réussir à construire des politiques publiques qui soient partagées. Ce fameux millefeuille dont on parlait est inacceptable aujourd'hui. Il faut qu'on retrouve du pragmatisme, c'est-à-dire mettre en place des politiques qui correspondent encore une fois au territoire, mettre tout le monde autour de la table et aller tous dans le même sens. Pour mettre dans le même sens, il faut avoir une analyse commune, un état des lieux qui soit partagé, et ensuite mettre en œuvre des objectifs et mettre en place des outils qui permettent de réaliser ces objectifs. Ça, on a besoin de le faire tous ensemble. On a besoin de le faire avec France Travail. Initiative sur votre territoire? Normalement, à chacun des niveaux, il y a quelqu'un qui prend l'initiative. Au niveau le plus local, si vous voulez, au niveau infradépartemental, au niveau des bassins d'emploi, ça peut être des arrondissements, ça peut être d'autres niveaux. Logiquement, ce sont les élus locaux qui doivent se mobiliser pour prendre l'initiative avec les préfets ou les sous-préfets. Au niveau départemental, c'est une action importante au niveau de l'action sociale notamment, ce sont les présidents des départements et puis les préfets qui doivent prendre l'initiative de réunir tout le monde autour de la table, de faire le constat et l'état des lieux et ensuite de définir des objectifs et de suivre aussi la mise en œuvre des politiques publiques. D'accord, une question que je suis obligé de poser en permanence à tous les maires que je croise sur ce congrès. Est-ce que vous êtes inquiet sur le financement des missions locales à l'avenir compte tenu du... Alors, je suis particulièrement inquiet. On a eu une réunion tout à l'heure avec le conseil d'administration de l'Union nationale des missions locales. D'une part, parce que l'état de santé financière de la France est quand même pas forcément, en tout cas comme il nous est présenté, comme des meilleurs. J'allais dire, aujourd'hui, on nous impose des diminutions de financement au niveau national qu'on va essayer de gérer. Mais ce qui m'inquiète encore plus en tant que maire et en tant qu'élu local, c'est l'impact aussi et les incidences de cet état malheureusement financier catastrophique que peut avoir la France aujourd'hui et surtout ce qui va nous être imposé à nous, élus locaux. Et si nos recettes diminuent, quelles qu'elles soient, que ce soit les intercommunalités ou les collectivités, forcément ça aura des répercussions demain sur le service public de l'emploi. J'ai une région hier, j'ai appris qu'il y avait du jour au lendemain, je ne vais pas la citer, qui du jour au lendemain a supprimé l'ensemble de ses financements au réseau des missions locales parce qu'elle a décidé de supprimer 100 millions d'euros de dépenses dans l'ensemble de son budget pour faire face aux contraintes de sa propre gestion, de son propre fonctionnement, mais aussi des restrictions et de la diminution des financements qui vont lui être imposés par l'État ou des ressources qu'on a supprimées auprès des collectivités locales et qu'on n'arrive pas à compenser. D'accord. Donc c'est inquiétant. D'accord, très bien. Merci à vous pour cette intervention. Olivier Gaquer, donc vous êtes maire de Béthune et président de la communauté d'agglomération Béthune-Bray, Artois, Lys, Romane, c'est ça, je n'écorche pas. Ouais. Donc vous avez été cité par le directeur de France Travail comme un des bons élèves en quelque sorte dans la mise en œuvre de cette gouvernance infra en quelque sorte. Comment vous y êtes arrivé pour infuser cette bonne nouvelle à tous les élus qui sont là? Alors merci pour l'invitation. Je pense que Mohamed avait bien posé le cadre au démarrage. Thibaut a bien spoilé mon intervention, mais donc je vais être très concret, encore plus concret. Il est désolé. Non, pour dire les choses, il faut peut-être un peu recontextualiser. Donc vous avez compris qu'il y a une nouvelle loi, qu'il y a un changement dans les pratiques. Comment ça se passe pour nous? Alors c'est très simple, on va repartir un peu de mon territoire. Mon territoire, c'est 100 communes, 280 000 habitants. Moi, je suis maire de Béthune et je préside, donc vous avez compris, l'intercommunalité. Et donc, chez moi, on a perdu des emplois. Vous avez entendu parler de Bridgestone. Quelques jours après l'élection, on a eu cette catastrophe industrielle. Et donc, il a fallu repenser tout de suite l'attractivité du territoire, le recyclage de cette friche industrielle et de voir comment on pouvait donc retrouver des activités plutôt, d'ailleurs, toujours industrielles, mais tournées économie circulaire. On y est globalement, on a réussi collectivement, presque, on pourrait le dire ainsi. En tout cas, on est sur le bon chemin. Et pourquoi? Parce qu'on y a mis de la méthode.
Et c'est un peu ce qui fait succès aujourd'hui, avec la particularité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a le même sujet, on a une problématique d'attractivité, de dynamique économique. L'emploi, finalement, vient en support. Je m'explique. Quand moi, je viens à Paris et que je vais voir des investisseurs, et je leur dis, mais venez sur mon territoire, venez voir, on n'est pas très loin, on a même le TGV qui passe, vous pouvez venir sur nos territoires de la France périphérique. Ils me disent, ok, on peut venir pour venir chez toi, est-ce que tu as du foncier? Oui, j'en ai, c'est super. Tu as de l'énergie pas cher décarbonée? Oui, j'en ai, c'est pas cher. Super. Tu as de l'eau? Oui, j'ai de l'eau, et on peut même évoquer des process industriels. Oui, mais est-ce que tu as un bassin de main-d'œuvre dynamique et bien formé? Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, la question des ressources humaines, elle est fondamentale dans un territoire. Et ça, c'est juste formidable pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a des bassins d'emploi chez nous de jeunes, parfois en décrochage scolaire, évidemment. Donc là, on a aussi beaucoup de politiques publiques pour éviter le décrochage scolaire. Mais on a en tout cas cette opportunité de pouvoir attirer des entreprises. Et surtout, quand on est élu, on doit rendre des comptes, nous aussi. Dans 18 mois, on devra expliquer ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait pour notre territoire. Parmi les choses qu'on aura pu faire ou pas faire, c'est l'énergie mise pour diminuer le taux de pauvreté, permettre notamment, et pas qu'à nos jeunes, mais à nos jeunes, parce que moi je pense aussi à cela, c'est leur permettre de mettre le premier pied à l'étrier pour réussir leur vie, trouver une forme d'autonomie, ce qu'on a pu connaître nous, ça c'est hyper important. Et donc, j'en arrive à ce comité local pour l'emploi, c'est que moi j'y vois une vraie opportunité parce qu'on a écrit une stratégie locale avec la région, l'État, tous les partenaires, stratégie de développement économique, et qu'en face, j'avais besoin en proximité également de pouvoir piloter la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de mon territoire. Mettre en corrélation simplement la stratégie économique avec la stratégie pour l'emploi. Donc cette réforme nous permet cela. C'est qu'à un moment donné, la France des silos, c'est terminé. On est dans la France horizontale. Donc le sujet, c'est pas d'avoir un chef. Ce désilotage, je ne sais pas si ça existe comme expression, je veux dire, est-ce que cette manière de faire a été favorisée par le fait qu'à un moment ou à un autre, vous êtes pris un coup de massue quand même derrière la tête avec cette histoire de Bridgestone, et donc que finalement ça a créé sur le terrain déjà des conditions pour que vous travailliez de cette manière-là aujourd'hui? Ce que je veux vous expliquer simplement, c'est que ce qu'on a pu mettre en place intuitivement sur le développement économique se met en place grâce à la loi sur la partie emploi. D'accord. De toute façon, il y a un adage qui dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, mais en général, les fruits tombent pas loin de l'arbre. Pas loin de l'arbre, ça c'est certain. Donc il faut le faire au local, en fait, c'est ça le vrai sujet. Et il faut que les élus s'engagent sur ces questions-là et le prennent en main. C'est pas la question d'être chef ou pas chef, c'est la question d'être en capacité d'entraîner localement, d'être chef d'orchestre, comme je dis, capitaine d'équipe. On s'en fout, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui dit « Oh non, c'est plutôt par là qu'il faut aller ». Alors nous, concrètement, comme on a fait, on a réuni tout le monde avant que les décrets sortent, parce que effectivement, des territoires ont été pionniers. Nous, on s'est dit avec les intercommunautés de France, d'autres communes, eh ben nous, on va y aller aussi, allez, on va regarder. Et puis, on a eu un soupçon de méthode. En réalité, on a eu un bagage bien complet amené par France Travail, puisque effectivement, il y a une méthodologie. Et donc, le succès, c'est le périmètre, bassin de vie, notre arrondissement, c'est parfait. Comment il a été dessiné? C'est simple, on s'est appuyé sur notre organisation territoriale déjà existante. On a un arrondissement, on a un sous-préfet, on a un bassin d'emploi, on s'est appuyé dessus, point barre. Le classique. Classique, hop. Donc nous, on s'est arrêté sur le bassin de vie. Deuxièmement, la gouvernance. On a mis tout le monde à la table, on se dit, bon, c'est qui les chefs? C'est ceux qui payent. Bon, donc il y a l'État, il y a la collectivité, il y a la région qui a dit, bon, je te laisse faire. Il y a le département qui nous appuie bien sûr sur l'insertion. Et puis on a dit, on arrête là, et on passe l'étape d'après. C'est quel est le diagnostic et sur quoi on se met d'accord. On avait quand même un objectif de développer le territoire sur le plan économique. Donc c'est la question du chômage et de l'insertion et l'inadéquation aujourd'hui entre les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi. Et effectivement, dans nos permanences, quand vous voyez des gens qui nous disent Olivier, t'as pas 15-20 CV à me filer là parce que je trouve personne à employer. Je dis mais t'es fou. Comment est-ce possible? Alors bien sûr, après on s'invective. C'est la faute de France Travail, ils sont nuls. Ah bon? Non, c'est les chômeurs, surtout des feignants. Ouais, non, c'est les élus, ils font rien. Ah bon, ok. Ouais, donc quand on a évacué ça, on se dit non, attends, c'est peut-être un peu plus subtil que ça. Il manque peut-être des tiers de confiance. Et donc le diagnostic partagé nous a permis de dire regardez les gars, en fait, c'est simple. Sur le territoire, il nous manque effectivement. Alors, pas 600 conducteurs de ligne, il manque un peu moins, mais il manque 600 mainteneurs dans la maintenance industrielle. Tu as 9% de chômeurs, et puis il manque 600 gars tout de suite, je ne parle pas de... Et donc ça, on dit, ah oui, d'accord, on n'avait pas ces chiffres-là en tête, nous. Ok, et qu'est-ce qui te manque d'autre? Et quand on vient sur le marché de l'emploi, la gestion technique des bâtiments. Ah oui, rénovation thermique, des bâtiments. Il nous manque aujourd'hui 300 personnes dans l'artisanat, etc. Et donc, ça nous a permis très simplement de définir
une stratégie, c'est une feuille de route les besoins, commune. les formations, pardon, c'est important. Oui. Ou elles existaient, enfin, vous n'avez pas 600 mainteneurs sous la main quand même dans votre. Alors c'est ça l'étape d'après, c'est de dire si on est d'accord sur ce qu'il manque, oui, d'accord. eh bien, derrière. On se met en route pour le mois de juin l'année prochaine. Il faut moins régler la moitié du problème partout. Non, mais avec les instituts de formation pas loin, enfin, qui sont. Mais ils sont autour de la table. Ils sont autour de la table. Et là, on a dit qui fait quoi maintenant? Voilà, le chef, il va être là maintenant. C'est celui qui va faire. Ouais. Je rebondis sur ce qui a été dit. Qui va former si on n'est pas sur le marché du travail? Qui va donc les former? D'accord. Qui va les remettre, donc peut-être leur permettre d'avoir une offre de mobilité, etc. Qui va identifier ceux qui pourraient être tout de suite disponibles? Et c'est comme ça qu'on s'est répartis sur quelques missions, quelques métiers en tension. On est très précis. Conducteur de ligne, maintenance industrielle, gestion technique du bâtiment. Et on est même en train de réfléchir sur le maintien à domicile et les dossiers de vie. Ça, les 4 métiers en tension. Puis viendront d'autres réflexions par la suite sur c'est quoi les emplois sur le territoire dans 2 ans, dans 3 ans, puisque nous avons aussi la Gigafactory chez nous qui est arrivée, et on a des métiers en mutation. Mais là, dans le monde agricole, par exemple, où on sait qu'on va avoir des transmissions d'exploitation, mais ça, on sait qu'on peut préparer des gens à 2 ou 3 ans. Mais à très court terme, c'est une petite victoire, c'est simple. Comment je mets les gens dans l'emploi dans les 6 mois à venir? Ça paraît si simple qu'il y a forcément des difficultés là-dessous. Non, il n'y en a pas, parce que la vérité, c'est que tout le monde est ravi. Parce que les premières réunions, c'est simple. C'est affreux, il faut purger. Parce que chacun vient expliquer qu'il fait bien et que si ça ne marche pas, ce n'est pas de sa faute. D'accord. Mais quand vous expliquez... Mais qui organise ces réunions? Il y a quand même... Alors, concrètement, le sous-préfet. Ouais. Moi, j'ai écrit au préfet pour qu'il puisse prendre les décrets, etc. Ça ne venait pas, donc je dis au sous-préfet, ne vous cassez pas, on va organiser les choses, on verra bien comment ça marche. France Travail nous a dit, je te mets à disposition 2 facilitatrices qui sont venues. Et puis, voilà, on a mis mais c'est important, pardon. Ouais. Les facilitatrices, en l'occurrence. Elles sont venues. Parce que on a mis tous les acteurs qui étaient existants autour de la table, donc mission locale, Cap Emploi, enfin, je vous en passe. Et à partir de là, eh bien, ça a été le diagnostic, ça a été les données chiffrées partagées. Et c'est là les premières tensions où on a senti que chacun voulait défendre son précaré. Oui, mais moi, tu comprends. Oui, mais nous, vous savez, on fait ci, on fait ça. Je dis oui, mais on fait tous bien, mais il y a quand même aujourd'hui, il manque quand même 600 mainteneurs. Voilà. Donc, c'est les 600 mainteneurs qui... Voilà, ok. Vous voyez, mais ça fédère parce qu'on est là pour les gens au final. On n'est pas là pour dire les uns et les autres qu'on fait bien les choses, taper sur le ventre, puis dans les meilleurs. Le vrai sujet, c'est quand même les lecteurs au bout du bout. C'est le vrai sujet, c'est l'habitant pour qui on agit. Et même si on n'est pas élu, qu'on est technicien, enfin, ça fait quand même plaisir, ça donne du sens de dire mince, il y a des gens qu'on a pu aider sur le bord du chemin, quoi. Enfin, je trouve qu'on a entendu des témoignages super humains, et on est quand même la France, quoi. C'est le pays des Lumières. Enfin, c'est hyper. Je trouve que ça fédère en tout cas. Très bonnes idées. D'accord. Voilà. Ok, merci pour ce témoignage. Bon courage. Alors on a un webinaire qu'on anime à plusieurs avec France Travail, avec Interco de France. Merci à l'AMF aussi qui nous suit évidemment, puisque c'est maire de France et des intercommunalités. Et puis on a donc France Urbaine qui est à nos côtés également, et avec France Travail, on essaye de partager les expériences qui sont à droite à gauche. Et donc si vous êtes intéressé, on pourra vous donner les dates. Et l'idée, c'est qu'il y ait des techniciens et des élus. Mais effectivement, je rebondis et je conclurai là-dessus. Il faut que les élus s'emparent du sujet. Sinon, ils regarderont passer le train et diront encore une énième réunion. Et je ne sais pas ce que je vais y faire. Voilà. Des webinaires, hein, vous disiez, c'est ça qui des webinaires, c'est bien sûr. Pour, On en a fait 3 ou 4. D'accord. Et effectivement, c'est là où, quand vous avez posé la question à Thibault pour savoir si on avait beaucoup avancé dans le déploiement de ces comités locaux, en réalité, pas beaucoup. On pensait que ça aurait été un peu plus vite. Mais finalement, ce que je note, moi, c'est que ça a du mal à se construire à l'échelle nationale, régionale, départementale. Mais ça va beaucoup plus vite à l'échelle locale parce qu'en fait, on ne se casse pas la tête avec les règlements intérieurs, etc. Nous, on est tout de suite dans les chiffres et dans le pilotage de l'activité, l'animation des résultats. On a bien compris la manière de faire. Merci beaucoup. Alors, humblement, si nous, on peut aider, en tout cas, on va bien partager notre expérience, qui n'est pas la meilleure. Parce que le principe, c'est que chaque territoire a sa solution. Mais en tout cas, on pourra peut-être donner des clés de lecture. Mais ce serait bien de faire une bourse, d'ailleurs, des expérimentations, enfin, un endroit où on les collecte. Enfin, ça doit exister bien. On a un outil qui est un endroit. Non, c'est important de le signaler. Thibault pourra rappeler. On pourra l'endroit où on peut trouver ces expériences-là et comment elles se déploient. Enfin, merci pour le témoignage, c'est génial. Juste les petits outils, facilitatrices. Pour faire de l'intelligence collective, ça ne s'improvise pas. Et donc, c'est des méthodes. Donc ça, effectivement, on a formé 3000 facilitateurs dans le réseau pour pouvoir accompagner cette démarche-là.
Deuxièmement, l'interconnaissance. C'est pour ça qu'on a lancé l'Académie France Travail, mais en fait, c'est juste un commun qu'on met au service de tous ceux qui veulent partager de l'interconnaissance. Donc par exemple, typiquement sur comment on anime un comité local pour l'emploi, comment on met en place une feuille de route opérationnelle, comment on pilote tout ce qui vient d'être expliqué de façon remarquable par Olivier. En fait, on développe des micro-learning, des petites formations, etc. Mais on les développe, c'est pas France Travail qui les développe, c'est on les fait avec les élus, avec les acteurs, comme ça au moins c'est adapté. Et la troisième chose, c'est les outils. Moi, je pense qu'on a été vite. Autant il y a plein de sujets sur lesquels de temps en temps je rouspète parce qu'on va pas assez vite, mais moi je pense que de temps en temps il ne faut pas aller trop vite et que en fait au contraire on a dit, et on l'avait dit d'ailleurs avec le patron de la DGEFP de l'époque, le terrain avant la norme. Notre pays il va dans le mur parce qu'en fait il pense que parce qu'il a écrit une norme, un référentiel de 18 pages, etc., ça y est, ça va bien se passer sur les territoires. Ben là la bonne nouvelle c'est qu'au contraire on a essuyé les plâtres ensemble, on a appris, vous nous avez dit ah bah tiens on a besoin de ça, de ça, de ça, et du coup les tableaux de bord, les outils, ils changent tous les jours, toutes les semaines, en fonction des retours des élus, etc. Par contre, c'est vrai que pour que ça marche, nous, on peut mettre en place, on peut mettre à disposition les outils pour tout le monde, l'hyperconcentration des outils, mais par contre, les décisions, c'est à vous de les prendre, et donc pour ça qu'il faut effectivement qu'il y ait des élus autour de la table qui s'engagent, qui s'impliquent, qui s'embarquent, comme Olivier vient d'en faire un témoignage illustratif. Merci M. Guilly. Les 600 mainteneurs, il faut garder ça en tête. Et on va terminer avec vous, Philippe Barnabé, ce tour de table, directeur départemental de France Travail dans le département de Seine-Maritime. Nous pénétrons là aussi avec vous au cœur concret de cette réforme. Quelques éléments de contexte d'abord sur ce département, et vous allez directement sur un autre exemple qui montre que finalement la réalité de terrain peut réconcilier tout le monde. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Le département de Seine-Maritime, c'est un département qui est marqué par une variété de bassins de vie et de bassins d'emploi, avec évidemment des enjeux et des problématiques différentes. Deux métropoles avec une forte présence de quartiers politiques de la ville, et donc avec évidemment des enjeux particuliers d'accompagnement de public, de démarches de aller vers, de qualification. Et puis on a aussi de fortes zones rurales, donc qui posent aussi des enjeux évidemment d'attractivité de territoire, mais aussi d'offres de formation que l'on peut amener au public, et puis également de métiers en tension, avec parfois un déficit de qualification qui n'est pas toujours adéquat par rapport aux besoins en recrutement. Et puis on a toute une façade maritime qui va du Tréport à Fécamp, avec évidemment là du coup des tensions recrutement et des besoins de recrutement de saisonniers. Et puis un petit chantier qui va nous occuper durant les 12 années à venir, puisqu'on a la chance d'être le département où se construit 2 réacteurs nucléaires de nouvelle génération qui vont générer entre 10 et 12 000 recrutements sur un bassin de vie avec un taux de chômage de 6,5%. Ce qui pose évidemment, vous l'imaginez, quelques enjeux, et notamment sur le travailler ensemble au niveau du réseau pour l'emploi, pour pouvoir évidemment, c'est une volonté très forte des élus et c'est du réseau pour l'emploi, que le maximum de recrutement puisse bénéficier à cette population qui aujourd'hui reste un petit peu éloignée de l'emploi. Alors concrètement, donc, avec cet horizon de l'emploi qui se dessine, comment ça s'organise? Quelles sont les discussions sur ce comité local? C'était un comité local déjà? Oui, alors il y a 2 choses. Il y a effectivement cet enjeu sur Dieppe, où donc on a préfiguré, enfin on a installé une cellule emploi-formation. Alors on peut l'appeler Task Force ou tout ce que vous voulez, oui, mais finalement elle préfigure de ce que devrait être de ce que seront les CLE de demain. C'est une cellule opérationnelle, Olivier l'a évoqué. Donc dans cette équipe, on y retrouve des conseillers France Travail, des conseillers du PLI, des conseillers de la mission locale. Il y a un conseiller du développement économique de l'EPCI de Dieppe. On a l'APEC qui va venir avec nous. On a les équipes du conseil départemental et on a des élus. Et en fait, on a travaillé sur une feuille de route très concrète, hein. On n'est pas du tout sur de l'instance inopérante. Et la feuille de route, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit voilà comment on va y aller pour promouvoir les métiers, voilà comment on va y aller pour aller capter des demandeurs d'emploi dans les quartiers, voilà comment on va former les salariés, voilà comment on va accompagner les recruteurs. Pardon, je repose la question, oui. C'est une marotte, hein, parce que je sais que c'est important, j'imagine que M. Guilly est d'accord avec moi. Je veux dire, au niveau formation, on a ce qu'il faut dans les territoires pour... Est-ce que...
Ils sont associés et mobilisés, bien entendu. Bien sûr, on a très vite installé un comité des financeurs. Donc dedans, il y a la région, il y a l'État, il y a les OPCO, il y a France Travail. L'idée, c'est évidemment de se coordonner pour l'achat de formation, pour éviter que d'un côté la région y aille de son plan régional, de l'autre, voilà, et pour diluer. Voilà. Donc on est aujourd'hui sur une stratégie commune d'achat de formation pour répondre aux besoins de la filière du nucléaire. Et puis deuxièmement, sur le recrutement, on a visé très vite le fameux dites-le nous une fois. Pour éviter qu'une entreprise, le lundi, elle dise qu'elle a besoin d'un robinettier nucléaire à France Travail, le mardi à la mission locale, le mercredi, etc. Donc on a une seule clé d'entrée unique qui fait qu'un employeur qui recrute, il y a une boîte mail, derrière il y a des gens qui traitent ces besoins de recrutement, qu'importe s'ils sont de France Travail ou d'ailleurs, mais une réponse unique pour l'entreprise, ça, évidemment, ça simplifie la vie, ça rend lisible les choses, puis surtout, ça nous permet d'être plus performants. Alors, peut-être un mot sur le rôle des élus, parce que j'ai la chance, je considère que c'est une chance, évidemment, d'avoir un maire de Dieppe, avec qui on a acté, et c'est une première, hein, d'aller dans les quartiers avec lui, avec les centres médico-sociaux, avec ses services politiques de la ville, pour aller chercher des profils et chercher des personnes qui aujourd'hui ne sont pas demandeurs d'emploi, mais dont l'objectif est de les ramener vers nous pour que derrière, ils soient pris en charge soit par la mission locale, soit par un Cap Emploi, soit par France Travail. Et donc, dès début 2025, on va mener des opérations, et pas simplement au cœur des quartiers, hein, parce que le Aller Vert, c'est aussi en zone rurale périphérique, pour aller dire, voilà, maintenant on arrive, c'est le réseau pour l'emploi, on est face à vous, et maintenant il faut venir. Et derrière, c'est peut-être un CCS qui va à un moment donné déclencher la rencontre. On va mettre tout le monde autour de la table, les bailleurs sociaux, les associations de quartier, les élus locaux, et l'idée, c'est de taper très fort pour faire en sorte que chaque personne qui sera recrutée sur le chantier représentera une victoire pour le territoire. Pour ne pas donner une vision trop enchanteresse en quelque sorte de la situation, il y a quand même au milieu de tout ça des diagnostics et des stratégies politiques qui diffèrent dans la manière d'aborder telle ou telle résolution. C'est le but. Le comité local pour l'emploi, nous on en a 4. Hein. Il y en a donc 2 à l'échelle de l'arrondissement, donc Métropole, Rouen, Le Havre. Et on a le préfet a décidé, après avoir consulté l'ensemble des parties prenantes, de scinder un arrondissement en 2. Parce qu'en fait, sur l'arrondissement de Dieppe, on avait d'un côté un bassin de vie vraiment en ruralité, hein, c'est Forges-les-Eaux, et de l'autre la façade de Dieppe. Or, ces bassins, évidemment, n'ont pas du tout les mêmes besoins. Sur Forges-les-Eaux, on est sur un déficit d'offres de formation, on est sur un déficit de mobilité, d'infrastructures, etc. Alors, j'ai encore un peu de temps ? Oui, allez-y. Parce que on a vraiment besoin de vous, les maires. Parce que sur Forges-les-Eaux, c'est grâce au portage et à l'engagement de la maire de Forges-les-Eaux qui vraiment s'est engagée, qui allait mobiliser le réseau, qu'on a pu créer une friperie éphémère. Une friperie éphémère qui a permis à 9 femmes demandeurs d'emploi de longue durée, avec des parcours vraiment de vie très accidentés, avec plusieurs années de chômage derrière, le temps d'une journée à l'intérieur de cette friperie éphémère, voilà, comme un magasin qui vendait. 3 mois après, on en a 6 d'entre elles qui sont au travail. 6 femmes sur 9 qui, grâce à ça, grâce au fait que, à un moment donné, on s'est mis autour de la table avec le chantier d'insertion, la maire de Forges, France Travail, la mission locale Cap Emploi. Cette même maire de Forges, enfin, je n'ai pas d'action à Forges-les-Eaux, hein, mais elle s'est engagée avec nous, parce qu'évidemment, on a un sujet autour de la succession des exploitations agricoles dans ce territoire. Globalement, on a une démographie vieillissante des chefs d'exploitation agricole et on a du mal à trouver des successions. Elle nous a proposé, et on a dit évidemment, on y va avec vous, de réunir l'ensemble du réseau des exploitants agricoles de son territoire. C'est très rural, un pays de Bray, c'est que ça. Et puis, on a monté une action qui s'appelle Tous Agri. Et l'idée, c'est on va inviter des demandeurs d'emploi qui vont aller soit faire des immersions dans les exploitations agricoles ou soit rencontrer des agriculteurs pour que ça puisse générer de la vocation et des choses comme ça. Donc le rôle des élus est extrêmement important. Sur Rouen, vous parliez tout à l'heure d'aller, Olivier, sur les entreprises qui ont des projets d'implantation. Désormais, dès qu'il y a un chef, une entreprise qui a un projet pour s'implanter sur Rouen, avec l'agence de développement économique, on va pitcher ensemble
devant le board de l'entreprise. Pitcher ensemble, ça veut dire quoi? C'est qu'on y va avec la région, on y va avec l'agglo, on y va, évidemment, moi je suis là, et on arrive devant le prospect avec une offre de service de territoire. C'est-à-dire que dans le même temps, on est capable de dire ok, oui, la main-d'œuvre, France Travail, on l'a, parce qu'évidemment, on a en amont préparé ça. Oui, on a des méthodes de recrutement par simulation qui nous permettent on peut recruter 300 personnes en 6 mois. La région qui est à nos côtés qui dit bah, moi, si vous venez, je m'engage à financer les 500 je sais pas, ou 300 qualifs. Et donc, c'est ça. On doit tendre vers ça. D'accord. Dans cette relation avec l'entreprise, entre autres. Avec l'entreprise, bien sûr. Une mobilisation générale, bien sûr. Des pouvoirs publics. Merci, monsieur Barnabé. Philippe Barnabé, c'était effectivement très éloquent et très concret. Merci à vous. Vous avez dit. Donc voilà, il y a une réforme. Et puis quand on rentre un peu dans l'intimité, la manière dont elle se déploie, effectivement, il y a des choses très concrètes qui se mettent en place. Mohamed, est-ce que tu peux venir avec moi ici? On va prendre un certain nombre de... voilà, quelques questions dans la salle. Allez-y, madame. Alors, je vais venir vers vous. Mohamed, tu fais animateur, tu fais très bien aussi. Donc voilà. C'est dur l'AMF hein, quand même. C'est dur. Non, je plaisante. Peut-être juste dire quelques mots avant le lancement des interventions. Qu'est-ce que ça fait du bien? Vous voyez cette deuxième partie de table ronde où on a des élus qui sont avant tout des experts du territoire et qui sont aussi des experts de l'emploi et de l'insertion. Et en réalité, quand tu as posé la question tout à l'heure à mon cher collègue, qu'est-ce qui est difficile? En fait, c'est qu'est-ce qui est plus facile en réalité? Aujourd'hui, ce qui est plus facile, c'est que tu as entre les mains la data centralisée qui te permet de dire « Ok, je peux agir là et être beaucoup plus efficace », alors qu'avant, cette data était dispersée. Et je pense, et j'invite tous mes chers collègues à faire cela. On a un enjeu de maîtriser la data de nos territoires. Jusqu'à présent, on avait du mal à avoir un outil centralisé qui nous permettait de savoir tous les demandeurs d'emploi de notre commune, de notre bassin de vie, de notre bassin d'emploi. On peut l'avoir aujourd'hui. On peut l'avoir. Et donc, du coup, le travail à faire aujourd'hui, c'est comment partir de cette data et des besoins des entreprises et comment nous, à notre échelle, on peut s'amuser à créer notre attractivité territoriale et à répondre aux besoins des entreprises de notre territoire. Et je pense que c'est ça que va nous permettre de faire les nouveaux outils de France Travail et surtout la centralisation de tous les outils au même endroit. Et ce que j'ai vu et entendu en filigrane de ce qui a été dit par mes collègues, c'est aussi une révolution culturelle à l'intérieur de nos agences publiques et de nos institutions parapubliques. C'est comme ça que je nous appelle, même si on n'est pas totalement clair sur ce message. Aujourd'hui, nos missions locales, France Travail, Cap Emploi, apprennent à travailler avec des outils communs et uniques. Apprennent à construire une culture commune. On peut se le dire, ça va prendre du temps. Il y a des enjeux derrière de cohérence, de gouvernance et d'outils communs à construire. Et c'est la même chose chez France Travail. Je disais tout à l'heure à Thibaut en off, attention, il ne faut pas qu'on aille trop vite. On veut résoudre le problème de l'emploi, faire un changement culturel, changer nos outils, voilà, et mieux coopérer. Et on veut tout faire ça maintenant, tout de suite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre sujet, il est là. C'est quel plan d'action et quel tempo pour réussir cela. Et il ne faut pas qu'on se mente sur notre capacité de pouvoir tout faire en même temps. Et que du coup, on va devoir faire ce travail sereinement. Je donne la parole au public. Il me semble qu'il y avait une première intervention. Si vous m'entendez, oui. Bonjour, Nadine Grelet-Certenay, je suis maire d'une petite ville de 16 000 habitants, pardon, et présidente de la communauté de communes. J'entends au travers de toutes vos interventions le rôle essentiel que sont les élus locaux, les maires, etc. J'ai toujours été une fervente défenseur du travail en commun, des missions communes que nous avions tous apportées sur les bassins de vie, puisque c'est là aussi quelque chose qui me semble essentiel. Nous sommes des élus de territoire, nous connaissons nos territoires, nous connaissons nos besoins. J'aimerais pouvoir
partager votre enthousiasme dans cette nouvelle méthode, nouvelle construction qui est mise en place, parce que vous le dites effectivement, l'intelligence collective, c'est des méthodes, j'en suis convaincue, mais c'est sans doute aussi des convictions. Et je ne pouvais pas m'empêcher de réagir parce que je me trouve dans un moment où justement je suis un petit peu désabusée. Quand j'ai entendu, j'ai essayé de mettre en place un territoire zéro chômeur. J'ai eu le département qui n'a jamais voulu me suivre. On entend encore aujourd'hui que dans le cadre de l'emploi des jeunes, etc., on a des régions qui ne suivent pas non plus et qui sucrent toutes les dotations pour les missions locales. Donc, nous sommes des convaincus de territoire, mais les élus de territoire que nous sommes, on ne peut pas tout porter, on ne peut pas tout faire si les partenaires ne sont pas là. C'est simplement le cri de colère que je voulais lancer aujourd'hui, parce que je suis dedans en ce moment. Donc je ne sais pas si c'est moi qui porte la poisse ou si... Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai toujours essayé de travailler avec tout le monde autour de la table, parce que j'y crois. Et j'espère que ce sera vraiment quelque chose de plus qui pourra apporter une pierre à l'édifice, parce que c'est important pour nos jeunes et pour nos emplois. Bravo. Bien, en tant que président du groupe de travail, j'ai des jokers, donc je vais appeler un joker pour répondre à ce... cri, à ce message. Disons que votre témoignage fait écho, forcément, en tant que maire. Alors, peut-être vous donner un peu d'espoir, mais vous avez raison, à la base, s'il n'y a pas une impulsion partagée, c'est difficile. Moi, j'ai été invitée et sensibilisée par le département de Loire-Atlantique, qui est très moteur. Donc, forcément, c'est un atout, c'est un effet levier déterminant. Là, du coup, on a pu former un binôme. 2 acteurs à 2 échelles de collectivités différentes. Le département, une commune. J'ai dû ensuite travailler sur la culture pour remporter l'adhésion de la communauté de communes. On a lancé l'expérimentation sur un premier mandat avec une gouvernance de communauté de communes qui était ce qu'elle était. Le travail, de part à part, a avancé et nous a permis, sur ce deuxième mandat, de donner pleinement confiance dans la démarche. Et aujourd'hui, la communauté de communes se rajoute et est facilitatrice. Alors, il faut garder espoir parce que, vous voyez, il faut faire du chemin pour sensibiliser. Mais au départ, si vous avez un département volontaire en charge de l'insertion aujourd'hui, de partir, voilà. Alors, sur l'ingénierie, vous avez aussi 2 modes de financement possibles que je n'ai pas tout à l'heure rappelé. Les fonds leaders. Les fonds leaders, ça nous a permis de financer une équipe projet. Ça nous a permis d'embaucher une chef de projet pour m'accompagner sur territoire zéro chômeur de longue durée. Pensez au fonds leader, si vous en avez, et son plan d'action. Et puis, vous avez le Fonds social européen. Et essayez d'aller chercher l'écoute de la collectivité qui pourrait, avec vous, aller solliciter ces fonds sociaux européens. Venez là si vous voulez. Oui, oui, oui. Venez avec nous si vous voulez qu'on prolonge un petit peu, 2-3 minutes, cet échange, parce que voilà. Ouais. Donc, peut-être pour compléter mon joker du moment, en réalité, vous posez sur la table un sujet de fond qui est comment on fait quand les collectivités ne sont pas d'accord. Voilà, parce que voilà. Nous on était arrivés, c'est tout simplement ça. Juste que le département vote et prennent la décision de nous suivre. Sauf que voilà. C'est tout simplement ça le sujet. Il me semble que derrière cette question, moi je vois plusieurs réflexions. C'est la question de, et je le disais tout à l'heure en introduction, c'est à quelle échelle on peut créer le dispositif. Donc si le département ne suit pas, est-ce que je peux imaginer le dispositif avec la compétence générale de la commune sur un périmètre plus restreint et avec quel mode de financement? Parce que derrière, c'est la question du financement aussi. Alors, on les avait tous, les financements, hein, sauf celui du département qui, à un moment donné, effectivement, doit autoriser pour pouvoir participer aussi, au même titre, en contrepartie, il ne payait plus le RSA. Hein, donc, vous connaissez. Donc, on était à 2 doigts de pouvoir le faire. Et donc, le département est resté figé sur sa position. Donc c'est vrai que je vous disais ma colère parce que on est effectivement, nous élus de terrain, on se bat tous les jours vraiment pour nos populations. On est dans la proximité. On connaît notre territoire. Et moi, je n'ai que le bassin de vie comme mot à la bouche. J'ai toujours pensé dans tous les domaines. Mais là vraiment, quand on a cette volonté, ça faisait partie de notre programme municipal. Et quand on voit que vraiment il y a des partenaires qui ne suivent pas parce que
pour des raisons politiques aussi, on le sait bien. Mais tout de même, derrière ça, j'avais mobilisé, parce que j'y croyais vraiment, territoire zéro chômeur. On a retrouvé, c'est le collectif qui fait la force de ce dispositif. J'avais des personnes qui ne croyaient plus dans les institutions, qu'on ne voyait plus nulle part, les invisibles, comme on les appelle. Ces personnes-là, quand on a embauché un animateur. Quand elles sont venues, elles ont toutes été dire oui, puisque effectivement on a une nouvelle façon de nous voir, de nous rencontrer, de nous appréhender et de nous considérer. Eh bien, on veut bien essayer. Et entre-temps, sur une trentaine de personnes, et on en avait beaucoup plus après, il y en avait très vite au moins une quinzaine qui avaient retrouvé un emploi. Tout ça grâce à la dynamique qui avait été mise en place. Mais qu'est-ce qu'on vous a donné comme argument pour refuser cette... Qui faisait déjà l'insertion, qui mettait déjà de l'argent dedans. Et donc c'était... Voilà. Mme Cornet, vous continuez à parler. Je vais prendre il y a deux dernières questions et après il faut qu'on arrête. Je reste juste avec vous, madame, parce qu'en fait, ce que vous précisez ici, c'est que le département doit apporter une part du financement à la création d'un nouvel emploi. Au sein de l'EBE, ça s'appelle la contribution au développement de l'emploi. Il doit participer par poste à 15% du SMIC brut et donc les 95% seront apportés en aide de l'État à la contribution de la création d'un nouvel emploi. Donc effectivement, il vous manque les 15% pour financer. Alors ça, c'est déterminant. Et ben, je regrette comme vous et je comprends votre cri de colère. Et donc je voulais simplement relever pour les missions locales, pareil, je fais partie, je le disais tout à l'heure, de la région. J'ai une question de ce côté. J'y vais, allez. Bonjour, je suis Shadia Limam, conseillère à la ville d'Annemasse. Annemasse est située en Haute-Savoie. Alors j'ai une question toute particulière puisqu'à plusieurs reprises tout au long de l'Assemblée, vous avez parlé de bassin de vie. Moi je souhaitais mettre en lumière le bassin de vie qui déborde du département puisqu'on est d'accord, hein, on y va tous dans les comités locaux. On en a besoin, tous les acteurs publics, parapublics. Je vous reparaphrase, monsieur vous êtes là, je vous cherchais à votre place, monsieur Gnabali, pardon, voilà. C'est un peu noir. Mais... Non, mais tu... je plaisante. Monsieur Gnabali, je reprends vos propos. Allons-y. La question, comment coopérer quand près d'un actif sur deux travaille dans un autre pays, quand près de 80% des demandeurs d'emploi cherchent un emploi sur un autre pays, qui mettre autour de la table? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la loi va le permettre? Je vous remercie. Merci. Un nouveau joker, il me semble. Non mais juste sur les transfrontaliers, mais vous voyez en fait que d'un bassin de vie à un autre, c'est pour ça que les réalités sont complètement différentes. Vous voyez, à Annemasse, vous êtes à 3,7% de chômage. Ouais, c'est peut-être la vallée, oui. Et sur la vallée de 5,6 et 3,7 sur la vallée de l'Arve, là. Ouais. Ouais, ça va. On a dit humilité pour la coopération. non, mais sur ce sujet-là, mais en plus de ça, parce qu'on en a pas mal parlé en plus de ça avec Stéphane Valli, moi j'étais venu en Haute-Savoie, il y a cette problématique des transfrontaliers. Nous, déjà, la première des choses, c'est autant les transfrontaliers, ça peut être aussi, enfin, ça pose un certain nombre de difficultés de logement, etc., mais ça vous connaissez ça par cœur, mais on ne peut pas empêcher, ça peut être même aussi une chance sur le territoire d'avoir la possibilité d'avoir des gisements d'emploi et en plus de ça particulièrement bien rémunérés si on se dit les choses sur la Suisse. Là où par contre nous on a discuté avec les élus de territoire, c'est quand on a des personnes qui se disent je vais travailler 6 mois ou 1 an sur le lac de Genève et je reviens et je vais rester 1 an et demi au chômage. Parce qu'en fait, le chômage est calculé sur un salaire qui est à 4 000 euros, 4 500 euros, par exemple, pour un serveur. Forcément, quand il revient, il y a du boulot, mais il ne le prend pas parce qu'en fait, il a une indemnisation qui est plus élevée. Ça, typiquement, c'est parce qu'en fait, on a discuté avec les élus locaux, qu'on a discuté avec les organisations patronales, syndicales, etc., qu'on met en place, avec la ministre, une petite évolution quand même de ce qu'on appelle l'obligation raisonnable d'emploi, pour faire en sorte que l'obligation raisonnable d'emploi soit calculée sur le salaire du marché local, pas suisse ou luxembourgeois. Et on met en place dans 19 agences, dont celle d'Annemasse, France Travail, on a proposé en fait de mettre en place un accompagnement, je dirais, un peu spécifique pour les transfrontaliers qui se réinscrivent. Alors je dirais un accompagnement quasiment VIP, si vous me permettez cette expression, puisqu'on va les accompagner pour pouvoir retrouver le plus vite possible un emploi, de sorte que, par contre, ceux qui confondent l'assurance chômage
avec un droit à aller améliorer sa godille l'hiver et à faire de l'escalade l'été, de leur dire ben non, là en fait on va lutter contre ces comportements abusifs. Parce que sinon c'est très difficile dans votre territoire que des restaurateurs, des entrepreneurs ou etc., on en a vu beaucoup, n'arrivent pas à recruter alors qu'on a des personnes qui sont inscrites à France Travail là-dessus. Et soit dit en passant, ça coûte 800 millions d'euros chaque année au régime de l'assurance chômage. Et donc vous voyez, je pense que sur ça, l'adaptation au local et comment en fait on a une logique de travail avec les élus pour expliquer ça. On n'est pas contre les transfrontaliers, au contraire c'est très bien, mais par contre comment on fait attention à éviter les effets de bord. Donc ça, c'est pas France Travail tout seul qui peut le faire, c'est France Travail avec les élus. Et la deuxième chose, c'est aussi la notion d'investissement social. Et ça rebondit peut-être sur l'intervention de madame. C'est là où il faut qu'on soit meilleur, collectivement. C'est dans la capacité de démonstration que l'effort d'insertion, ça rapporte. On l'a fait sur le RSA. Ça coûte 1 100 € en moyenne pour pouvoir réinsérer un bénéficiaire du RSA. Ça coûte beaucoup plus à le laisser dans la galère. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut qu'on démontre. Et donc, quand on parlait de data, c'est aussi la data sur les résultats pour montrer qu'investir dans tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, c'est le meilleur investissement social qu'on puisse faire pour le pays et pour protéger et revenir à l'équilibre des dépenses publiques, mais pas bêtement, pas technocratiquement, mais sur le terrain avec une approche qui est centrée sur le besoin des citoyens et des entreprises. Thibaut Gulli, Thibaut Gulli, oui, une dernière question, parce qu'il faut qu'on laisse la place après un débat. Figurez-vous sur quoi? Sur l'espace transfrontalier, les coopérations transfrontalières d'ailleurs. C'est la thématique du prochain débat. Merci, et je serai très courte. Je ne suis pas élue locale, je représente l'association nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée et du coup je profite de cette intervention pour remercier l'association des maires de France qui nous a mis à disposition un espace au village des partenaires pour pouvoir valoriser l'action des élus locaux qui portent un projet ou pouvoir répondre aux élus qui souhaiteraient porter un projet dans leur territoire. Je voulais juste répondre à l'intervention de Madame la maire qui a vu son projet stoppé pour rejoindre les propos de Daniel Cornet et lui dire qu'effectivement il ne faut pas perdre espoir dans la mesure où l'expérimentation dans sa deuxième étape se termine en juin 2026. 2025, ce sera le rendez-vous du projet avec les parlementaires pour envisager la suite dans une troisième étape, une troisième loi, et que 2025, c'est aussi l'année des bilans et des évaluations pour l'expérimentation. Et cette question de l'obligation départementale de soutien et de financement d'une partie de la contribution au développement de l'emploi, c'est un des éléments qui devra être examiné et évalué et dont il faudra tirer le bilan pour envisager éventuellement une nouvelle forme d'intervention des départements dans le portage de ce type de projet au niveau local. On a besoin des territoires pour porter cette mise en œuvre du droit à l'emploi localement et donc on aura besoin de la mobilisation aussi des territoires pour aller rejoindre cette dynamique locale à partir de 2026 dans de nouvelles habilitations pour, je l'espère, un projet qui continuera encore longtemps. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Tu dis au revoir quand même. Non mais juste vous dire, n'hésitez pas à vous inscrire au groupe de travail emploi insertion de l'AMF et de participer aux différents groupes de travail des autres partenaires. Merci pour votre présence, merci aux intervenants et à l'année prochaine, je l'espère.